propose peut-être ce matin, c'est d'essayer de faire un état des lieux, d'essayer de comprendre un peu où on en est aujourd'hui. On démarre 2023. Il a plu ces dernières semaines. On a parfois l'impression que la sécheresse, de fait, est très loin derrière nous. Pourtant, l'année 2022 a été l'année de toutes les prises de conscience, notamment sur la France. Nous avons compris qu'effectivement, la France était au cœur de ce changement climatique. Là où on l'attendait en Australie, là où on l'imaginait très loin en Californie, en regardant ces extrêmes qui se succèdent entre des sécheresses records, des méga-feux et des inondations meurtrières, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, la France se réchauffe 20% plus rapidement que le reste du monde. Elle se réchauffe aussi 50% plus rapidement que ce qui était initialement prévu. Ça nous amène à nous poser des questions, à essayer de comprendre justement s'il y a un ensemble de signaux faibles. Est-ce qu'on aurait raté quelque chose dans la lecture de ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux? Pour ça, je vous propose d'abord de repartir juste il y a quelques semaines. Du 19 décembre jusqu'au 2 janvier, nous avons eu sur la France une anomalie positive de température de 5,5 degrés. Cette anomalie que l'on a connue, on l'a déjà connue 2 fois dans l'histoire de France. Alors bien sûr, la France a toujours connu des extrêmes climatiques. On a déjà vécu des sécheresses absolument gigantesques. On a déjà traversé le Rhin à pied sec en 1303. On a eu des années records où le Rhône n'était plus navigable à l'aval. On avait des processions dans les rues de Nîmes ou d'Avignon avec des gens qui hurlaient pour réclamer la pluie. Au Moyen-Âge, on a toujours connu des petits âges glaciaires, des phases de réchauffement. Ce que l'on vit là, c'est quelque chose d'absolument différent. Actuellement, c'est 5,5 degrés. Quand on essaye de comprendre à quoi correspond cette anomalie, eh bien, nous avons 2 dates, 2 périodes qui dépassent cette anomalie. La première, c'est une anomalie de 5,7 degrés et elle s'est déroulée au mois d'août 2003, durant la canicule qu'on a tous connue. Enfin, presque tous, mais je pense qu'en 2003, on était presque tous nés ici. On a un deuxième événement que l'on a connu et qui, derrière, nous a bien moins marqué, et pour autant l'anomalie a été cruciale, eh bien, c'est le mois d'octobre 2022, c'est-à-dire il y a 3 mois. Donc en gros, si je résume, on a 3 événements majeurs. Le premier, c'est août 2003, avec 45 000 morts en Europe et 19 500 en France. C'est le mois d'octobre 2022, avec une anomalie de température et une forme de canicule automnale qui est quasiment pas perceptible, voire qui est même agréable, parce que quand on se retrouve dans les Hauts-de-France avec un 25-30 degrés au mois d'octobre, c'est quelque chose qui semble même positif. Et puis, on a cette anomalie hivernale, une sorte de canicule d'hiver. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de se dire, mais est-ce que finalement, on était capable de comprendre? Est-ce qu'on avait des signaux pour nous permettre de voir les choses? Alors, c'est sûr qu'on a une suite d'événements depuis 2017 qui sont très clairs. 2017 a été la première année de sécheresse historique qui nous a particulièrement marqués, notamment en termes de répercussions sur le plan agricole, sur le plan de coûts au niveau des bâtiments. Cette sécheresse avait duré jusqu'au 26 décembre. On s'est retrouvé sur la France avec quasiment 10 mois sans une goutte de précipitation. Et on avait ensuite basculé en l'espace d'une semaine sur une autre actualité médiatique qui était le fait que janvier 2018 a été un mois particulièrement pluvieux, et tellement pluvieux que sur l'Île-de-France, on a dépassé la pluviométrie au mois de janvier que celle qu'on avait connue en janvier 1910, qui avait été à l'origine des inondations de la Seine. Et pour autant, on n'a pas eu les mêmes conséquences, mais on a eu malgré tout des inondations records, et on s'est senti un peu protégé en 2018. On s'est dit, mais avec une telle pluviométrie, avec une telle recharge de nos nappes phréatiques, puisqu'on était même excédentaire en eau, on avait ce sentiment qu'on serait finalement assez serein et qu'on pourrait traverser l'été tranquille. Et ça, c'est dû au fait qu'on a toujours imaginer, penser le monde en se disant que, un peu à l'image de la cigale et la fourmi, en faisant des emplettes l'hiver,
on réussirait à tenir durant tout l'été. Sauf que l'année 2018 nous a montré autre chose. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que, justement, on a eu quelques semaines de pluie et on a le sentiment que, eureka, l'histoire est derrière nous. 2018, c'est aussi une année qui a basculé, notamment durant l'été, avec 3 semaines de canicule. 3 semaines de canicule qui ont atteint l'ensemble du territoire métropolitain. C'est un petit peu comme si on avait mis la France sous un sèche-cheveux. Et donc, on a eu une évaporation massive en France. Et on s'est retrouvé, in fine, avec une année de sécheresse historique, comme on n'avait jamais vécu. Et pourtant, on avait eu des précipitations en abondance durant l'hiver. Ça signifie qu'on ne peut plus s'appuyer sur des prérequis pour pouvoir prévoir le futur. Ça signifie aussi qu'on navigue dans un territoire totalement incertain. 2019 avait été aussi une année qui nous a permis de tirer des leçons. Avoir 42 degrés à Paris, 46 degrés dans le Gard et dans l'Hérault, voir des vignes qui brûlent en l'espace de 3 heures et qui se transforment, comprendre qu'on a des bâtiments tellement inhabitables qu'on est obligé de reporter l'épreuve du brevet des collèges parce qu'on ne peut plus accueillir du public, c'est aussi comprendre qu'on n'a jamais pensé l'adaptation de la France. On vient de passer 30 ans à parler de politique climatique, d'atténuation de gaz à effet de serre. On a pensé, imaginé, espéré qu'on réussisse à réduire nos émissions, sans pour autant d'ailleurs y arriver. Mais en parallèle de ça, eh bien, la France se transformait et on n'a pas cherché, on n'a pas pensé qu'il fallait qu'on s'adapte. Quand on parle d'inertie thermique des bâtiments, on en parle bien souvent pour parler d'économie d'énergie. Mais on n'en parle peut-être pas assez pour comprendre qu'on va devoir faire face à des canicules toujours plus importantes. Et donc, dans ce monde qui doit rester habitable, il va falloir aujourd'hui intégrer ces nouvelles dimensions que l'on n'avait pas jusque-là mises en place et où le mois de juin 2019 nous a mis en exergue cette limite. Et si on remonte un peu plus dans le temps, on avait déjà connu une sécheresse, une canicule marquée au mois de juin 2017. La différence, c'est que lorsque l'on regarde sur l'intégralité de la France les niveaux de vigilance météo France en termes de canicule, on avait une France qui avait des couleurs plutôt jaune à orange. Cette année, enfin l'année qui vient de passer, la canicule que l'on a connue au mois de juin, déjà, elle a plusieurs critères. Le premier, c'est qu'elle s'est déroulée avant le 21 juin, avant le premier jour de l'été. C'est quelque chose d'assez significatif qui ne s'était jamais produit jusque-là. Et deuxièmement, lorsque l'on regarde les niveaux de canicule de Météo France, eh bien, on comprend que c'était une France qui était plutôt orange à rouge. C'est-à-dire qu'on a passé un nouveau cap et on est en train de découvrir que la France peut vivre effectivement des années records. 2020 a été aussi l'année de tous les records puisque entre 2019 et 2020, on a connu 16 mois successifs de records historiques de température. Et il s'avère que c'est devenu l'année la plus chaude jamais enregistrée dans l'histoire de France, qui vient d'ailleurs d'être dépassée par 2022. Le problème, c'est que nos cerveaux ont tendance à oublier très rapidement et 2021 eh bien, a été une année plutôt pluvieuse chez nous, plutôt maussade, un air froid, et nous n'avons absolument pas connu de sécheresse. Et on a un peu ce sentiment que lorsqu'on vit une année qui n'est absolument pas dans ses extrêmes, eh bien, en réalité, c'est qu'on est dans cette variabilité naturelle, peut-être dans une forme de loi des séries, et que tout ça est un peu derrière nous. Si on prend un peu plus de hauteur, il est intéressant de regarder cette année 2021, parce que si on se surélève un tout petit peu, on comprend que 2021 a été l'été le plus chaud jamais enregistré en Europe. Il s'avère que c'est aussi une année qui a permis l'arrivée de 6 gouttes froides successives, ces anomalies de température qui arrivent sur l'Europe, au large de la Bretagne, qui ensuite génèrent des précipitations chez nous, mais qui surtout s'enrichissent par un air particulièrement chaud sur la mer Méditerranée, sur la mer Adriatique, qui n'a pas eu d'autre choix que de remonter en direction de 2 pays, l'Allemagne et la Belgique, et qui ont été à l'origine de la catastrophe qu'ont connue ces 2 pays le 14 juillet 2022, avec les inondations qu'ils ont pu vivre. Donc, comprendre qu'il y a un avers et une revers d'une même médaille, comprendre que ces extrêmes climatiques sont là face à notre quotidien et qu'on va devoir s'adapter. Et
en réalité comprendre que 2022 n'est que la suite logique de tout ce qui est en train de se dérouler devant nous. Alors on peut se dire, bah finalement, est-ce qu'on aurait pu savoir? Est-ce qu'on aurait pu comprendre? Est-ce que si on se place peut-être un tout petit peu avant, remontons à 2016, est-ce qu'on était capable de voir ce qu'on allait vivre? Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on savait en 2016? Bah déjà que 2016 avait été l'année la plus chaude jamais enregistrée dans l'histoire de France. On avait déjà un certain critère. Deuxième élément qui était quand même assez intéressant, en 2016, on savait que les 17 années les plus chaudes enregistrées l'ont été, sur les 17 années, 16 années ont été enregistrées après l'année 2000. Donc, on avait quand même un certain nombre de critères. Est-ce que pour autant on a réagi? Est-ce que pour autant on a pris en considération la situation? Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que suite à cette série qui s'accumule de phénomènes où on bascule entre des sécheresses records, entre des inondations absolument immaîtrisables, comme ce qui s'est passé sur la Tinée, la Vésubie et la Roya, où on imaginait 250 mm de pluie, donc 250 litres d'eau par mètre carré. Il est tombé 500. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez une atmosphère plus chaude, à chaque fois que vous gagnez 1 degré dans l'atmosphère, vous augmentez le pouvoir précipitant du nuage. Donc on a des nuages qui finissent par précipiter avec une pluie beaucoup plus violente, beaucoup plus puissante, qui derrière touche un territoire et va le traverser. Sur les 5 dernières années, 50% des biens sinistrés l'ont été par du ruissellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le risque d'inondation n'est plus uniquement sur les rivières. Il n'est plus uniquement dans les zones inondables. Il est là où le nuage décide de s'arrêter. Donc ce sont des paramètres que l'on va devoir intégrer dans nos données parce qu'on sait déterminer où sont nos axes d'écoulement préférentiels et par où doit passer l'eau. On sait très bien comprendre quelles sont les zones qui seront des zones, des zones où on va se retrouver dans des villes comme des dômes de chaleur qui derrière vont se retrouver comme une ville sous cloche où on va effectivement avoir des anomalies de température marquées. On sait très bien déterminer tout ça. On sait aussi comprendre la corrélation directe qu'il y a entre nous, êtres humains, et la nature. Certaines études sont assez intéressantes. Elles nous montrent par exemple que le taux de suicide ces dernières années en France est directement corrélé au taux de canicule. Donc plus on a une température élevée, plus notre système endocrinien et nerveux finalement finit par disjoncter parce que nous ne sommes que des machines qui à un moment donné perdons sur le plan cognitif tous nos repères à partir de ces températures. Donc il va falloir nous préparer à vivre dans des lieux qui seront habitables, à travailler sur cette inertie thermique, à peut-être trouver d'autres solutions que juste aller prélever l'air chaud que l'on a chez nous, le rejeter dehors pour le voisin via nos systèmes réfrigérants et réussir finalement à réchauffer l'air de 3 degrés du voisin parce que nous, on a une climatisation et que le voisin n'en a pas. Toutes ces questions-là, il va falloir qu'on se les pose et à ce moment-là, je trouve qu'il est intéressant d'essayer de comprendre comment on peut, à un moment donné, trouver des solutions, essayer de comprendre vers quoi on peut aller. Et pour ça, on a beau essayer de chercher, eh bien, il y a un élément qui vient et qui nous montre qu'il y a une solution à condition qu'on soit capable de l'intégrer. Elle est assez simple, elle s'appelle la nature. Le meilleur climatiseur naturel, c'est un arbre. Il transpire comme nous, mais il rafraîchit aussi. Et donc, cet arbre, il lui faut de l'eau. Il lui faut parfois de l'eau dans des périodes où on n'en a pas. Si on s'amuse à planter des arbres dans des villes, comme ce qu'on a pu faire ces dernières années, mais qu'on se retrouve avec des restrictions très importantes en matière d'eau, eh bien, à ce moment-là, on a des arbres qui meurent et ça ne sert à rien de les avoir plantés. Donc, il va falloir penser intelligemment le cycle de l'eau, penser intelligemment cette pluie, essayer de comprendre que ce cycle de l'eau, on l'a déstabilisé partout à l'échelle mondiale. On a souvent le sentiment que, en fin de compte, c'est notre industrie textile qui, sans doute, est responsable d'un dérèglement du cycle de l'eau en Asie, d'un dérèglement du cycle de l'eau en Chine. Mais si on regarde en Europe, une étude vient de sortir, elle met en évidence clairement un élément. Sur ces 20 dernières années, nous avons modifié la gravité de l'Europe. Nous avons été capables, nous, êtres humains, avec ce que nous sommes,
par les prélèvements dans l'eau souterraine que nous avons été capables de faire, par des milliards et des milliards de mètres cubes d'eau qu'on a été chercher, parce que ces mètres cubes d'eau alimentent notre PIB, alimentent notre croissance, parce qu'on a bien souvent été persuadé avec cette forme de croyance que l'eau était un bien renouvelable, qu'elle se renouvellerait en permanence, qu'on avait beau ne pas la respecter, qu'on avait beau la polluer, elle finirait de toutes les façons par se filtrer via le cycle de l'eau. Le problème, c'est qu'on se rend compte que l'intégralité du cycle de l'eau est aujourd'hui complètement abîmée. On a des matières rémanentes, on a des plastiques rémanents dans nos pluies. On voit très bien à quel point toutes nos nappes phréatiques et l'intégralité de nos rivières, même les plus protégées, sont aujourd'hui abîmées par la main de l'homme. Et donc, on se rend compte que ces masses d'eau, ces milliards de mètres cubes d'eau que l'on a prélevés sous terre, au-delà des capacités de renouvellement de nos nappes phréatiques, eh bien, en réalité, aujourd'hui, ils se retrouvent dans le cycle supérieur de l'eau. Et ça, ce sont des éléments qu'on est à peine en train de comprendre. On est en train de se rendre compte de tout ce que l'on a produit. Et donc, je crois que si on doit être confiant, si on doit essayer de remettre de l'enthousiasme, comme les mots-clés que j'entendais, je crois qu'il va falloir d'abord remettre de la conscience. De la conscience dans tout ce que l'on est capable de faire, de la conscience dans le fait que, eh bien, il n'y a rien de plus magique à un moment donné que ce cycle naturel. C'est très bien de vouloir décarboner l'économie, c'est très bien de vouloir enlever le carbone partout, de nos poches, de tout ce que l'on est, mais si on cherche juste à enlever le carbone, on ne réglera aucun autre problème. Tous les cycles naturels sont aujourd'hui complètement dévastés. Vous pourrez enlever tout le carbone que vous voulez dans l'atmosphère, c'est pas pour autant qu'il n'y aura pas un effet transformed. C'est pas pour autant qu'on continuera pas à extraire massivement de l'eau partout sur la planète. C'est pas pour autant que quand vous allez chercher du fossile, quand vous allez prélever du pétrole, vous avez besoin d'injecter de l'eau pure. Quand vous allez chercher du charbon, vous avez besoin d'eau pure. Quand vous avez construit des barrages comme des verrues sur l'intégralité du monde, dans nos cours d'eau, eh bien, ces verrues-là, aujourd'hui, sont vides, à l'image du lac de Serponçon, qui a perdu 17 mètres de hauteur en l'espace d'un an. Il faut comprendre aussi que ce ne sont plus seulement certains territoires qui sont concernés. On ne parle pas seulement du pourtour méditerranéen qui serait concerné par des extrêmes climatiques. On est en train de comprendre aujourd'hui que les Hauts-de-France, qui sont plutôt un territoire habituellement humides, eh bien, viennent de perdre 70% de leur quantité d'eau en l'espace d'une année. Comprendre que des pays comme la Belgique ou encore le Luxembourg, pays là aussi humides par excellence, viennent de vivre la pire sécheresse historique qu'ils n'avaient jamais vécue. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on a une déstabilisation massive et un réchauffement massif au niveau du bloc arctique et qu'en réalité, l'Europe du Nord et la France fait partie de ce bloc. Et donc, nous sommes à l'intérieur de cette déstructuration et le défi qu'on a devant nous, parce que pour pouvoir gérer une crise, il faut d'abord comprendre l'ensemble des éléments et essayer de la gérer avant qu'elle ne se produise. En tous les cas, essayer de s'entraîner, essayer de comprendre et comprendre qu'à un moment donné, eh bien, peut-être que notre plus grand défi, ça va être justement de restructurer ces cycles naturels, de les réinstaurer. Ça veut dire refaire pénétrer cette eau dans nos sols, là où on cherchait à aller l'extraire massivement dans nos nappes phréatiques. Ça signifie qu'il va falloir jouer intelligemment avec la nature parce que, eh bien, la nature est assez fantastique. Et en réalité, vous prenez 6 molécules de CO2 dans l'air, vous prenez 12 molécules d'eau dans le sol, eh bien, ça vous forme une molécule de glucose. Et cette molécule de glucose va être un fabuleux carburant pour nos plantes. Et en plus, ça va permettre de restituer une molécule d'oxygène, enfin 6 molécules d'oxygène dans l'air et une molécule d'eau. Donc en réalité, tout ce cycle naturel, on en a besoin. Il va falloir remettre de la nature partout, comprendre qu'on est cette nature et comprendre qu'à chaque fois qu'on prélève de l'eau à la nature, eh bien, on l'extrait au détriment du vivant, on l'extrait au détriment des arbres, des forêts, derrière de tous les animaux qui sont là, qui ont autant besoin d'eau que nous. Et donc, il va falloir que l'on fasse des choix sur
l'eau que l'on va prélever, sur les besoins. This is about the water we're going to extract, about our needs, and about our use of water. So I just wanted to give you a first overview of the situation currently. I hope that this will help us to better project ourselves in the future. And I really hope that we will live in a world that the only water that we will use will not be water from the sea that has been desalinized or used water that has been filtered. This might seem like a miracle solution to the water problem, but be careful, it's not. There are countries such as qui vivent uniquement de l'eau désalinisée. Mais s'ils ont autant d'eau désalinisée, c'est tout simplement parce qu'il y a énormément de pétrole, et pour désaliniser massivement de l'eau, il faut du pétrole qui est caché derrière. Il faut énormément d'énergie pour pouvoir la transformer, il faut aussi beaucoup de produits chimiques, il faut aussi, derrière ce surplus de sel, pouvoir le rejeter quelque part. Est-ce que c'est vraiment le modèle que l'on a envie de construire, ou bien est-ce qu'on veut simplement recréer ces cycles intelligemment de l'eau? Voilà, c'est des questions que je pose, et je vous propose de pouvoir en débattre plus loin ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous installer ici, puis on va venir vous rejoindre avec les autres intervenants de la table ronde. Puis j'appelle Philippe Breton, donc, qui, comme je le disais tout à l'heure, est membre du conseil d'administration de la Croix-Rouge française. Par ailleurs, professeur émérite à l'université de Strasbourg en psychologie, et vous nous avez déjà incité à aller regarder les catastrophes du passé pour pouvoir envisager ce qui pourrait se produire demain. Et je crois que, Philippe, vous allez nous dire un peu la même chose. La question, c'est un petit peu qu'est-ce que vous constatez, vous, déjà aujourd'hui dans le présent, et puis quels sont les défis qui vous semblent devant nous, alors devant vous, Croix-Rouge, devant nous en termes de société, pour pouvoir être préparés davantage à ces crises qui viennent. Très bien, merci François. Bonjour à tous et à toutes. C'est vrai que la Croix-Rouge est futurible. Yannick Blanc l'a rappelé tout à l'heure, on a un certain nombre de préoccupations en commun qui concernent l'avenir, avec cette idée qui nous est, nous, chevillés au corps, qui est que la connaissance de l'avenir permet de guider les actions du présent et de se préparer à ce qui va venir. Alors, je voudrais partager très simplement deux réflexions. Une première réflexion sur le rôle que la prospective joue pour la Croix-Rouge. Au fond, qu'est-ce que la prospective va avoir avec une association humanitaire? Et puis une deuxième réflexion, je voudrais insister sur un point de rupture qui nous semble important et que nous vivons déjà aujourd'hui dans nos actions humanitaires, qui est la question du déplacement de population, qui est peut-être un des points de rupture importants, qui est lié bien sûr à la thématique de notre table ronde d'aujourd'hui. Alors, sur le rôle que joue la Croix-Rouge, vous savez, la Croix-Rouge est une association humanitaire qui a une longue histoire. À chaque étape importante de notre histoire, nous avons cherché à innover. La Croix-Rouge a souvent une image de vieille dame patronesse. En fait, nous sommes porteurs depuis 150 ans d'une grande capacité d'innovation. Et l'innovation, c'est quoi sinon mettre de l'avenir dans le présent? Deux exemples très rapidement de cette capacité d'innovation que nous avons cherché à déployer. À la fin du 19e, la Croix-Rouge a créé une nouvelle fonction très particulière qui n'existait pas, qui nous paraît aujourd'hui naturelle, qui est la fonction d'infirmière. Ça n'existait pas jusque-là. Cette création de la fonction d'infirmière était liée à l'anticipation à la fin du 19e et au début du 20e du poids des difficultés sanitaires qu'on rencontrerait dans des guerres de masse si elles devaient survenir. Alors vous savez que c'est survenu puisque pendant la Première Guerre mondiale, les infirmières de la Croix-Rouge ont joué un rôle tout à fait essentiel dans la prise en compte sanitaire des très nombreux blessés de guerre. Et cette anticipation efficace d'un besoin qui s'annonçait a permis de sauver des dizaines de milliers de vies. Deuxième exemple, très simple lui aussi, la Croix-Rouge a créé, alors que la question ne se posait pas encore, mais c'était une anticipation, un risque, on prend toujours un risque dans l'anticipation, nous nous sommes trompés une fois ou l'autre, nous avons fait des anticipations qui ne sont jamais venues, mais celle-là a eu de l'avenir. À partir de 1937, la Croix-Rouge a créé un service qui est encore aujourd'hui très actif et qui sera peut-être au cœur de la réponse humanitaire aux crises de demain, que nous appelons aujourd'hui le rétablissement des liens familiaux.
C'est-à-dire cette idée que guerre de masse, catastrophe, événements entraînent des déplacements de population. Et une des conséquences des déplacements de population, c'est que les familles sont séparées, qu'on perd ses proches, et qu'il faut donc renouer ces liens. Ce service a été très utilisé pour les prisonniers de guerre en 1939-1945, mais aussi dans le cadre des grands déplacements de population qu'on a un petit peu oubliés, qui ont suivi immédiatement la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui encore, la connaissance des formes exactes que prendront les crises de demain est au cœur de notre identité. En 2019, nous avons lancé une réflexion stratégique en posant une réflexion sur le projet associatif, et nous nous sommes dit, il faut que nous construisions, il faut que nous rénovions, il faut que nous transformions notre association pour nous mettre en position d'affronter les crises de demain. Ce qui fait que notre stratégie, nous l'avons posée sur des questions, sur des interrogations de prospective. À cette occasion, nous nous sommes rencontrés évidemment avec Futurible. Alors c'est assez original de dire que dans l'humanitaire, on peut construire, reconstruire, transformer une association de façon fondamentale dans ses structures mêmes en fonction d'une stratégie fondée sur le futur. L'écueil dans le domaine, il est connu. Nous l'avons rencontré. On a trop tendance, pour les organisations qui sont sur le terrain, à nous préparer aux crises du passé qui ne ressemblent jamais aux crises du futur. Et du coup, notre réponse humanitaire est inadaptée. Je l'ai dit, nous avons fait des erreurs. Nous ne sommes pas les seuls. Nous avons fait des erreurs en répondant à des crises avec des solutions du passé, ce qui peut conduire à rajouter de la catastrophe à la catastrophe. C'est l'anticipation du futur, même avec la marge d'erreur et d'incertitude qu'une telle démarche suppose, qui permet de construire une réponse humanitaire qui a un temps d'avance. L'un de nos slogans, l'un de nos proverbes à la Croix-Rouge qu'on met partout dans nos signatures pour sensibiliser nos volontaires, c'est « préparez-vous à être prêts ». Je crois que cette formule résume bien l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Deuxième réflexion que je voudrais partager avec vous, à quel futur est-ce que, du point de vue humanitaire qui est le nôtre, nous nous préparons? Alors, je vais partager quelques retours d'expérience sur des crises récentes sur lesquelles la Croix-Rouge est intervenue, notamment sur le terrain de plusieurs catastrophes, et un certain nombre de ces catastrophes sont précisément liées à des transformations de l'environnement et du climat. Et un thème ressort avec force. Je donnerai plusieurs exemples tout à l'heure. Un thème ressort avec force qui fait lien sans doute avec le thème des journées, et en tout cas de cette table ronde sur le climat. Ce thème est celui des déplacements de population. Alors, tout de suite un mot pour cadrer ce sujet, ce que veut dire déplacement de population. D'abord pour rappeler que le déplacement de population est une réalité qui est chevillée à l'espèce humaine depuis toujours, depuis le Paléolithique, qui est le berceau de notre histoire. Le destin de nos sociétés, si on veut bien le regarder sous cet angle-là, est scandé par de multiples déplacements d'individus, de groupes, de foules, de communautés, voire même de nations tout entières. L'histoire humaine, c'est l'histoire de ces déplacements, qu'ils soient volontaires ou qu'ils soient subis. Alors, sur le plan théorique, moi je crois que le déplacement de population, c'est un objet central, à mon sens, aussi bien de l'anthropologie sociale que de la prospective. Dans notre histoire, je l'ai dit, Sapiens est parti il y a 60 000 ans d'Afrique, a peuplé la planète entière au fil d'un déplacement qu'on pourrait dire fondateur. Au Néolithique, l'Europe de l'Ouest a été peuplée au détriment des chasseurs-cueilleurs par des groupes d'agriculteurs venus du Proche-Orient, eux-mêmes remplacés quelques millénaires plus tard par des populations venues des bords de la mer Noire. Alors on pourrait multiplier l'énumération, ce n'est pas le but ici, mais simplement deux exemples de grands déplacements de population qui ont eu des conséquences majeures. Au XIVe siècle, celui des tribus mongoles, cet état à cheval, selon le mot d'un historien, qui a été aussi le plus meurtrier de l'histoire, parce qu'un tiers de l'humanité a été massacré à l'occasion de ce déplacement de population. Et que le déplacement d'une partie de la population européenne vers l'Amérique a été à l'origine de la création d'une puissance mondiale, les États-Unis bien sûr, mais aussi de la grande injustice qu'a constitué l'écrasement et le remplacement des sociétés indiennes qui peuplaient ces terres depuis 18 000 ans. Si on voulait conceptualiser plus avant le déplacement de population, pour en faire aussi un objet de prospective, il faudrait une matrice qui distinguerait entre les déplacements volontaires et les déplacements contraints et forcés, les déplacements plus ou moins massifs et plus ou moins définitifs, les déplacements plus ou moins lointains depuis la zone de départ,
les déplacements liés aux guerres, aux conquêtes, aux catastrophes naturelles et bien sûr aux catastrophes anthropiques. Il y aurait aussi dans cette matrice le non-déplacement, puisque le Covid a inauguré une forme de déplacement originale qui a été le confinement. Le non-déplacement est aussi une forme de déplacement. Notons déjà que dans le passé, les aléas climatiques, ça a été rappelé tout à l'heure, ont provoqué de nombreux mouvements de population, comme par exemple la montée des eaux qui marque tout le début du néolithique, où le niveau des mers a monté en moyenne de 100 mètres en hauteur. On trouve trace de nombreux villages néolithiques au milieu de la mer du Nord ou au large de Marseille. Ou encore la grande sécheresse qui a transformé le Proche-Orient de croissants fertiles en zone encore aujourd'hui semi-désertique. On sait aujourd'hui que nombre de civilisations ont tout simplement disparu et leur population dispersée du fait de changements climatiques régionaux brutaux, comme par exemple en Amérique du Sud avec l'exemple connu des Mayas. Et que les sécheresses locales à répétition transforment en migrants depuis plusieurs années des populations entières de l'Afrique de l'Est, puisque beaucoup de migrants que nous accueillons sur le sol français sont des migrants issus de cette sécheresse de l'Afrique de l'Est. La question du déplacement de population est très présente dans les catastrophes récentes qui ont appelé une réponse humanitaire, notamment de la part des sociétés de Croix-Rouge dans le monde. Quelques exemples. La catastrophe de Fukushima au Japon, le 11 mars 2011. Vous vous souvenez, un tsunami qui passe le mur, qui noie les réacteurs d'une centrale. On a donc un accident industriel majeur. Sur le plan humain, la catastrophe en tant que telle fait un mort, un ouvrier de la centrale qui est mort par épuisement. Par contre, il y a de nombreux décès qui sont liés au déplacement de population qui a suivi, puisque les autorités japonaises ont déplacé plus de 160 000 personnes, c'est-à-dire toutes les personnes qui habitaient dans un rayon de 20 km, et 50 décès qui sont sans lien direct avec l'accident, mais qui sont liés aux circonstances d'un déplacement pourtant bien organisé, ce qui nous pose la question des problèmes sanitaires à résoudre lorsqu'il y a des déplacements de population très importants. Il faut savoir que sur Fukushima, 32 000 personnes ne sont toujours pas retournées chez elles. Donc l'événement majeur sur le plan humain n'est ni le tsunami ni l'accident nucléaire, même si ça a des conséquences économiques et politiques importantes, mais le déplacement de population qui a suivi. Et qui est souvent moins visible médiatiquement, puisque l'attention des médias est attirée sur le moment par l'événement, mais très peu après par ses conséquences humaines qui sont souvent sur la longue durée. Autre exemple directement lié au changement climatique, l'ouragan Irma, qui a frappé les Caraïbes le 6 septembre 2017. Je suis parti, la Croix-Rouge a envoyé 500 volontaires à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, en Guadeloupe, pour aider les populations. Je me rappelle que notre centre d'hébergement d'urgence de l'aéroport de la Guadeloupe voyait arriver chaque jour, pendant des dizaines de jours, par pont aérien militaire, jusqu'à 600 personnes. 600 personnes par jour. Les volontaires qui étaient sur place s'en souviennent, des gens qui arrivent en tongs avec un sac plastique, qui n'ont plus de maison et qui se déplacent tout simplement pour chercher autre chose que de rester sur une île qui a été dévastée. Plus près de nous, l'été dernier, lors des grands feux de forêt qui ont ravagé le sud-ouest de la France, la problématique majeure, hors extinction des feux, mais elle aussi peu visible médiatiquement, a été les déplacements de population fuyant en urgence, parfois la nuit, leurs maisons menacées par les flammes. Et là, on est sur une catastrophe de longue durée, puisque ces personnes mettent du temps, soit parce que leur maison a été détruite, soit parce qu'ils ne peuvent pas retourner dans la zone. Et donc, on est sur un réel problème dans la durée de déplacement de population. À Strasbourg, où j'habite, où j'enseigne, depuis le début de l'offensive russe, la Croix-Rouge a accueilli au pied du train, pour les orienter et les accueillir dans des centres d'hébergement d'urgence, plus de 4000 déplacés ukrainiens, essentiellement des femmes et des enfants. On voit que cette question du déplacement de population, même si elle n'est pas liée uniquement à la problématique climatique, est une question anthropologique centrale. Dans la même période, mes collègues du Sud-Est accueillaient les personnes débarquées de l'Ocean Viking à Toulon. Voilà quelques indices au sein de plusieurs situations qui sont liées au réchauffement climatique, mais pas uniquement, qui nous mettent sur la voie de ce que seront les crises du futur. Et on peut faire l'hypothèse ici que le déplacement massif et durable, c'est une catégorie particulière des déplacements de population, que le déplacement massif et durable de nombreuses populations sera un des événements centraux, sinon la conséquence majeure de ces crises, avec toutes les conséquences qui en découlent,
notamment celui d'un remodelage anthropologique du peuplement de nombreux territoires. Les déplacements de population probables à l'horizon 2050, et même avant, constitueront sans doute un des moments les plus importants dans l'histoire de l'espèce humaine. Alors, quelles conclusions en tirer pour le présent et l'avenir immédiat? Vous voyez bien, avec ce paysage qui se dessine, que la connaissance des scénarios du futur est essentielle pour nous à la Croix-Rouge, qui nous sommes fait un devoir d'apporter une réponse humanitaire aux crises. La Croix-Rouge est une association dont le fondement, l'ADN, est de répondre aux crises et de se préparer à la réponse aux crises. La prospective a ici pour nous un usage très concret et immédiat. Si effectivement les crises du futur auront pour conséquence pour nombre d'entre elles des déplacements de population rapides, massifs et durables, il faut dès aujourd'hui construire, en tout cas pour nous, les moyens concrets de la réponse opérationnelle immédiate qu'il faudra apporter. Or, nous n'y sommes pas tout à fait. Pour vous donner un exemple, la réponse que les associations humanitaires, que l'État, la sécurité civile, la Croix-Rouge apportent sur cette question précise est bien adaptée à des déplacements de population rapides, mais à faible intensité et sans durée dans le temps. Concrètement, je ne veux pas rentrer dans les détails logistiques, mais concrètement, c'est le modèle type du centre d'hébergement d'urgence. On arme un gymnase avec des lits, de la nourriture, du matériel, des vêtements, etc., pour tenir compte des besoins de cette population en déplacement. Le centre d'hébergement d'urgence, qui est le modèle type aujourd'hui de l'accueil de populations déplacées, est conçu pour peu de personnes et pour peu de temps, là où demain le caractère massif et durable des déplacements de population sera sans doute la norme. Là où nous accueillons aujourd'hui dans de bonnes conditions 100 personnes, demain ce sera 10 000 et dans des conditions forcément dégradées. Il faut donc, et c'est ce que nous tentons de faire, c'est ce que nous faisons à la Croix-Rouge, commencer à adapter au présent les moyens de la réponse opérationnelle concrète en termes de moyens humains, médicaux, sanitaires, en termes de matériel, de plans d'action, en fonction de l'anticipation des crises à venir, et notamment cet aspect majeur que seront les déplacements de population. Avec cette dimension qui s'ajoute et qui est d'une certaine façon nouvelle, qui est qu'une des conséquences sur le plan humain, sur le plan psychologique, des déplacements de population, c'est une altération de la santé mentale des personnes qui se déplacent. Et donc, une réponse doit être apportée également à ça, et nous avons lancé un vaste programme de formation de nos volontaires au premier secours psychologique pour permettre de répondre à cette crise. Je m'arrête là, en espérant, après avoir partagé ces quelques réflexions, notamment sur la question des déplacements de population, vous avoir convaincu, mais je ne sais pas si c'était nécessaire, de l'importance dans l'humanitaire, comme dans d'autres mondes, de travailler au présent à partir d'une juste anticipation du futur. Je vous remercie. Merci Philippe beaucoup pour cette présentation. Je vous invite effectivement à aller vous asseoir avec Emma Aziza. Alors, vous avez tous les deux insisté sur le fait de devoir se préparer aux crises à venir, de devoir non plus seulement essayer d'œuvrer pour essayer d'en réduire les impacts, mais tout simplement de se préparer à des impacts qui sont des impacts majeurs. Alors, c'est évidemment le grand défi aujourd'hui que de tenir à la fois le fait d'essayer d'atténuer le changement climatique et puis en même temps de se préparer aussi aux crises et aux différentes urgences qui ne manqueront pas de s'inviter dans les situations concrètes. Alors pour revenir un tout petit peu sur l'atténuation du changement climatique, il doit rester aussi quand même un combat majeur, et je pense que Emma Aziza a bien introduit cette question-là. Ce qu'on vous propose, c'est de vous présenter un petit film qui présente les 4 scénarios qui ont été produits par l'ADEME, qui sont donc des scénarios qui portent sur la France, qui s'intitulent Transition 2050 et qui vont donc nous permettre de rentrer dans cette question de l'atténuation du changement climatique. Et puis ensuite, on donnera la parole à Jean-Louis Berger pour pouvoir commenter ces scénarios. Pendant que ces scénarios sont proposés en vidéo, vous pouvez aussi répondre à une question donc, sur l'application WooClap. Alors, je ne sais pas si la question peut apparaître ici à l'écran, mais vous l'aurez en tout cas sur l'application si jamais vous y allez. La question qu'on vous demande, c'est de nous dire de manière assez simple quel est le scénario, non pas qui vous semble le plus probable, mais qui vous semble le plus désirable. On va vous présenter 4 scénarios. Lequel de ces scénarios vous semble le plus désirable? Voilà, pour essayer de replacer les choses
sous l'angle du désir et pas uniquement de la contrainte. Voilà, donc on peut passer la vidéo si vous le voulez bien, et puis Jean-Louis après, si tu veux. Nous en sommes tous parfaitement conscients. Des transformations importantes doivent être menées dès maintenant pour arriver à la neutralité carbone d'ici 2050. Mais qu'est-ce que la neutralité carbone ? C'est tout simplement capter autant de CO2 que nous en émettons, grâce aux forêts et au sol. Compléter si nécessaire par des technologies plus ou moins matures aujourd'hui. Pour dessiner les chemins possibles pour y arriver, l'ADEME a réalisé une étude prospective inédite. Transition 2050, choisir maintenant, agir pour le climat. Elle prend la forme de 4 grands scénarios, chacun empruntant des voies distinctes et correspondant à des choix de société différents. Le premier scénario, génération frugale, pose les bases d'une refonte importante de notre société. La transition est conduite par la contrainte, par la sobriété et par la technologie. La capacité d'adaptation et l'implication de tous sera un vrai défi, pour mobiliser autour de la nature sanctuarisée et autour d'une économie du lien plus que du bien. La neutralité carbone est atteinte grâce aux puits naturels, forêts et sols. Le deuxième scénario, coopération territoriale, pose le cadre d'une société qui se transforme grâce à une gouvernance partagée. Le système économique vers une voie durable, sobre et efficace. Des investissements massifs dans les solutions d'efficacité et d'énergie renouvelable sont effectués, ainsi que dans des politiques de réindustrialisation des secteurs ciblés. La neutralité carbone est atteinte presque uniquement grâce aux puits naturels. Le troisième scénario, technologie verte, mise sur le développement technologique pour répondre aux défis environnementaux. Les manières d'habiter, de se déplacer ou de travailler ressemblent à celles d'aujourd'hui. L'État planifie la mise en place de politiques fortes pour favoriser la décarbonation de l'économie dans un contexte de concurrence internationale et d'échanges mondialisés. La neutralité carbone n'est atteinte que grâce au captage de CO2 à la sortie des cheminées. Enfin, le quatrième scénario, pari réparateur, permet de conserver nos modes de vie actuels en pariant sur des solutions techniques. La société place sa confiance dans sa capacité à gérer, voire à réparer les systèmes sociaux et écologiques, avec plus de ressources matérielles et financières. Un pari basé sur le numérique et des technologies encore peu matures. La neutralité carbone n'est atteinte qu'avec des technologies de captage du CO2 dans l'air, à l'état de pilote à ce jour. Ces différents scénarios soulèvent ainsi 5 grandes problématiques autour desquelles il faudra statuer. La sobriété, jusqu'où ? Qu'est-ce qu'un régime alimentaire durable ? S'appuie-t-on exclusivement sur des puits naturels de carbone pour atteindre la neutralité ? Quelle économie du bâtiment demain ? Quel modèle industriel sera mis en place ? En bref, cette étude nous prouve que la neutralité carbone est possible, mais repose sur des paris forts, qu'il est impératif d'agir dès maintenant, qu'elle nécessite une planification orchestrée et des transformations entre l'État, les territoires, les acteurs économiques et les citoyens. Que la réduction de la demande en énergie, et donc de biens et de services, est le facteur clé pour l'atteindre. Que l'industrie va devoir se transformer, que le vivant est un des atouts principaux de cette transition, que l'adaptation des forêts et de l'agriculture devient prioritaire pour lutter contre le changement climatique, que la pression sur les ressources naturelles varie d'un scénario à l'autre et devra être statuée, et que les énergies renouvelables sont indispensables. Tout y est détaillé pour que vous, décideurs et citoyens, puissiez faire le bon choix pour les 30 années à venir. Prendre conscience du défi à relever est une chose, agir maintenant est une priorité. Et nous sommes là pour vous accompagner. Merci beaucoup pour ces scénarios. Jean-Louis Berger, donc coordinateur de la prospective à l'ADEME. Alors tu vois au tableau s'afficher quels sont les scénarios qui apparaissent comme étant les plus désirables à ceux qui ont voté. Voilà, donc je n'arrive pas à voir moi d'ici. C'est 1, 2, c'est les plus sobres. Voilà, en fait, si on... Avec malgré tout, évidemment chaque scénario a des avantages, des inconvénients. Juste 2 mots pour préciser un petit peu dans la méthode, les objectifs et très rapidement la méthode, parce que je pense que ça peut intéresser une partie du public ici. Les objectifs étaient doubles. Le premier, c'était
de mettre sur la table des éléments les plus factuels possibles, parce que c'est notre rôle d'agence de l'État, dans le cadre de la campagne présidentielle de 2022, comme d'autres, hein, c'était le Shift ou Negawatt par exemple, voilà, pour donner des éléments dans le cadre de ces discussions-là, mais plus généralement, en fait, ça s'adresse à tout le monde, qu'on soit décideur, public ou privé, qu'on soit individu. C'est une façon de nous faire réfléchir un petit peu à ce qu'on peut faire pour dessiner l'avenir. Et le deuxième objectif, c'était de pouvoir parler à tout le monde, c'est-à-dire de montrer ce que ça signifiait très concrètement pour la société que d'aller vers la neutralité carbone en prenant des chemins différents. Comment on se déplace, comment on habite, comment on travaille, qu'est-ce que ça signifie pour l'agriculture, le bâtiment, l'industrie, etc. Donc des éléments très, très concrets. C'était une façon, on a commencé en 2019, je ne sais pas si vous resituez, on parlait beaucoup de la fin du mois, de la fin du monde, et c'était une façon de parler des deux en fait. Voilà, et d'expliquer très concrètement à tout le monde. Et du coup, on fait des présentations très grand public sur ces sujets-là qui permettent d'interroger chacun un petit peu sur les enjeux de notre futur. Alors, pourquoi 4 scénarios? En fait, on s'est basé sur les 4 grands archétypes de scénarios que le GIEC avait publiés en octobre 2018. Et pour faire très simple, en fait, il avait imaginé 4 situations, une diminution plus ou moins forte des émissions de gaz à effet de serre, et puis pour arriver à la neutralité carbone en 2050, une compensation par des puits plus naturels ou pluies technologiques dans des proportions différentes, en fonction évidemment des émissions de gaz à effet de serre. Donc on est parti là-dessus, et on a fait tout un travail sur alors la France métropolitaine, effectivement, et alors que l'agence est une agence d'ingénieurs, on a d'abord commencé par faire du récit. Donc que signifiaient les 4 scénarios dans chacun de nos secteurs, puisque tous les secteurs de la vie de la société ont été pris en compte, et ensuite on est passé aux chiffres, hein, à la modélisation chiffrée. Ensuite on a repris tout ça et on a regardé finalement ce que ça donnait. Vous l'avez vu dans les scénarios, il y a finalement... On est parti de ces archétypes du GIEC, mais en fait, ça reprend quelques a priori. Le scénario 1, en fait, c'est ce qu'ils disent, mais il faut prendre des mesures immédiates, très fortes, de suite, pour réduire la consommation de biens, de services, et donc derrière la consommation d'énergie, mais pas que. Aziza en a parlé, c'est aussi moins d'eau, moins de métaux, moins de matériaux derrière. Et puis, le 4, c'est la technologie va nous sauver. Voilà. Un petit peu ça, et puis entre les deux, voilà, il y a des intermédiaires, et donc c'est finalement à partir d'un a priori, on va dire, politique, philosophique, qu'est-ce que ça donne en termes de chemin. Vous l'avez vu dans la vidéo, nos messages sont assez peu techniques. Alors on a aussi des messages évidemment techniques, hein, sur le site qui a été montré dans la vidéo Transition 2050.adem.fr, vous allez trouver à peu près 2000 pages écrites, dont certaines évidemment plutôt orientées vers des professionnels, hein, divers et variés, mais aussi des éléments plus grand public, comme des podcasts, comme des infographies, voilà, pour montrer un petit peu. Et en fait, qu'est-ce qui ressort, et notamment par rapport au sujet de la résistance au choc, notre vulnérabilité, on est en train de faire un travail d'analyse de risque, donc on publiera d'ici 2 ou 3 mois, et finalement, qu'est-ce qui ressort finalement de ces scénarios-là, en quoi ces scénarios peuvent être résilients par rapport à des risques exogènes, divers et variés. On a parlé du climat notamment, hein, mais pas simplement, ou en quoi nos scénarios impactent plus ou moins les milieux ou les personnes. Mais en fait, il y a 3 éléments, il y a 4 éléments qui ressortent, il y en a 3 qui sont majeurs. C'est la sobriété, c'est ce qu'on fait du vivant, et également notre dépendance au réseau. Et puis il y en a un 4e qui est de second ordre, qui va tourner autour de l'efficacité, donc l'amélioration technique des objets, des moteurs et de nos technologies. Alors pourquoi la sobriété, le vivant et les réseaux? La sobriété, c'est un peu une évidence, c'est-à-dire moins on consommera de biens et de services, moins on aura besoin d'énergie, moins on aura besoin d'eau, moins on aura besoin de métaux. Et donc, ça sera plus facile pour produire cette énergie. Et ce, d'autant plus que dans le cadre d'un objectif de neutralité carbone, on va essayer de se débarrasser le plus possible des énergies fossiles. Et comment on arrive
à sortir des énergies fossiles et à produire des énergies, ben, en fait, on va notamment utiliser le vivant pour faire de l'énergie, pour faire du gaz, pour faire des carburants. Et toute la difficulté va être, en fait, de trouver un équilibre du vivant avec l'ensemble de ses besoins. Là, ce sont des besoins énergétiques, mais le vivant, c'est pas que ça. Dans les forêts, vous avez un rôle des forêts très important en matière de filtration d'eau, en matière de biodiversité notamment, voire en matière de phénomènes météorologiques locaux, notamment sur les vents, par exemple, ou sur les pluies, si on a des forêts importantes. Et donc, comment on arrive à trouver cet équilibre-là? Idem sur l'agriculture, hein, les sols sont des puits naturels. Et donc, comment j'arrive à avoir une agriculture qui respecte un peu plus le vivant, donc en gros, qui va utiliser un peu moins d'intrants de synthèse, pour pouvoir avoir des sols qui vont capter beaucoup plus de CO2. Voilà, donc cette relation entre la sobriété et le vivant est extrêmement importante. D'autant que, si on parle d'agriculture, vous avez vu dans le scénario, on consomme par exemple, le scénario 1, 3 fois moins de viande, le scénario 2, 2 fois moins de viande. Ça veut dire qu'on a une agriculture qui est complètement transformée, on a beaucoup moins de spécialisation, on a beaucoup plus de la polyculture élevage, on a une partie dans le scénario 1, une partie de la surface agricole utile dont on n'a plus besoin et qui va retourner en forêt. Et donc on a une agriculture qui participe aussi à la préservation, un peu plus à la préservation du vivant, à la préservation aussi de la consommation d'eau, en particulier d'irrigation, qui est un élément extrêmement important. Et puis les réseaux, on le sait, on est fragile par les réseaux, on l'a vu avec le confinement, on l'a vu avec ce porte-conteneur qui a bloqué le canal de Suez pendant 10 jours et qui nous a posé des problèmes. On le voit bien, on a parlé beaucoup de phénomènes climatiques. Lorsqu'on a des réseaux électriques, lorsqu'on a des réseaux routiers, des aéroports, des réseaux ferrés qui sont bloqués pendant plusieurs jours parce qu'on a des phénomènes météorologiques intenses. Et donc dans les scénarios 1 et 2, on est beaucoup moins dépendant des réseaux, en particulier des réseaux de transport. On essaie de limiter les transports, soit à titre personnel ou de marchandises. Et donc forcément, par rapport aux impacts climatiques, eh bien, on est un petit peu plus résilient. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais j'essaie de vous donner un petit peu un ordre de grandeur. Et ce qu'il faut... donc ça veut dire quoi pour construire le futur, pardon? En fait, par rapport au futur, alors on a beaucoup parlé hein, d'éco-anxiété, d'anxiété, pas simplement vis-à-vis des événements environnementaux, mais d'une façon globale. Et alors on peut effectivement se laisser aller dans cette douce torpeur là, et puis finalement jeter un 4x4 et puis foncer allègrement dans le mur à 200 km/h. On peut aussi se dire que le futur a toujours été une inconnue. C'est pas évidemment complètement nouveau. On a peut-être plus d'interrogations qu'on en avait il y a 30 ou 40 ans, où on avait l'impression qu'on voyait très bien où on allait pour les 100 années à venir. Et ce qu'il faut en fait, et ce qui a toujours été le cas, c'est qu'en fait on construit le futur. Donc ce qu'il faut, c'est se dire, bon, je veux quel futur, je construis quoi, avec évidemment des incertitudes. Et moi j'ai beaucoup aimé le slogan de la Croix-Rouge, préparez-vous à être prêt. Enfin, je crois que le maître mot global de nos sociétés, c'est d'être en capacité de s'adapter. Alors ça n'empêche pas de faire des choses, il faut faire des choses dans un sens qu'on imagine. Il faut surtout regarder les leçons, ça a été évoqué par la Croix-Rouge, on va se tromper pour certaines choses, on va réussir sur d'autres. Et bien là où on s'est trompé, on regarde pourquoi on s'est trompé et on va essayer de rectifier le tir et d'améliorer et de s'adapter. J'étais dans une université d'hiver de la formation professionnelle la semaine dernière. Je pense qu'en matière de formation, qu'elle soit initiale ou continue, c'est effectivement que les personnes qui viennent en formation se disent « bon, j'apprends quelque chose pour m'insérer dans le monde du travail à la sortie de ma formation ». Mais peut-être que mon entreprise, dans 5 ans, va changer de cap, va me demander de fabriquer, de travailler un peu différemment ou très différemment. Typiquement, une entreprise qui va passer à l'économie de la fonctionnalité, donc offrir du service plutôt que de vendre des produits, c'est une transformation très forte à tous les niveaux. Voilà. Donc comment je m'adapte? Ou à des sociétés voilà, qui vont changer et on va demander à des entreprises, à des collectivités de faire des choses différentes et donc être en capacité de s'adapter. Voilà, je pense que c'est le maître mot, donc je rejoins les propos de Philippe Breton. Et puis le dernier point, l'agence et l'agence de l'environnement, on n'oublie pas tous les autres enjeux de la société, notamment les enjeux sociaux,
notamment au travers des schémas les plus sobres. Si je prends un exemple qui est la transition alimentaire, par exemple, la transition alimentaire, elle sera réussie, si tout le monde arrive à manger à sa faim, c'est quand même important. 2, si on a une alimentation de qualité et où on essaie de manger pas trop gras, pas trop salé, pas trop sucré, pas trop de protéines animales. Et puis, la troisième chose qui est importante, c'est si les agriculteurs y gagnent, ils y gagneront en ayant moins de maladies liées à leur métier, et puis surtout en étant rémunérés correctement de leur travail, puisque c'est quasiment le seul type d'entreprise, pour une bonne partie d'entre eux, qui ne vit pas de leur travail, mais plutôt de subventions publiques. Donc c'est vraiment un ensemble, c'est pas que l'environnement. L'environnement est dans une société, et la société, elle a des enjeux multiples qu'il faut arriver à intégrer, ce qui n'est pas forcément facile. Merci. Merci beaucoup Jean-Louis pour cette intervention, cette présentation. Alors, merci à tous les trois. On a peu de temps pour des questions croisées, parce qu'on a pris déjà un petit peu de retard, hein, mais on va quand même se prendre quelques instants là-dessus. Je pense que vous pouvez poser des questions sur l'application WooClap. Voilà, il y a un certain nombre de questions qui arrivent ici. Alors je doute qu'on puisse les prendre toutes, donc je ne sais pas si jamais on peut les hiérarchiser. Peut-être une question quand même à la fois à Emma Aziza et puis à Jean-Louis Berger, peut-être en un mot et très rapidement. Jean-Louis, vous intitulez vos scénarios « Transition » à l'ADEME, et on parle tout le temps de transition. Yannick l'a rementionné tout à l'heure en introduction, on parle de transition. Est-ce que ce terme-là, qui est un terme quand même un petit peu lisse, ne donne pas l'impression d'un changement doux et tranquille, alors même que les descriptions, notamment qu'Emma Aziza a pu mentionner tout à l'heure, nous amènent quand même sur des choses qui sont beaucoup plus brutales, violentes. Voilà. Je sais pas, Pierre Vels, il parle de bifurcation écologique. Bon, voilà. Donc, je sais pas, il y a un peu des réformistes et des révolutionnaires, là, de nouveau sur les questions environnementales, comme on avait sur les questions sociales au 19e et au 20e. Bon, comment est-ce que tu réagis par rapport à ça? Peut-être Emma Aziza aussi, mais vraiment très rapidement, s'il vous plaît. Oui, alors effectivement, il y a beaucoup de discussions autour du terme. Je dirais que, effectivement, il y a des transformations profondes, on aurait pu appeler ça. Dans transition, il y a aussi l'idée qu'on essaie de les penser, de les imaginer, de les accompagner. C'est pas simplement de subir des événements et de réagir à chaud à l'événement, mais qu'il y a une nécessité d'accompagnement à tous les niveaux de cette évolution vers autre chose que ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Donc la douceur de transition, c'est aussi l'accompagnement, plus que de subir un événement à chaud et de ne pas avoir réfléchi avant. Donc ça permet de rejoindre un peu la question, la sobriété peut-elle être souhaitable pour les citoyens? Comment changer aussi fort la culture de 70 millions de citoyens? Et encore, on se place à l'échelle française, là, hein, donc c'est un peu plus large que ça. Emma Aziza. Je pense qu'on est vraiment dans une situation, effectivement, peut-être cette transition nous montre un petit peu un modèle où on a le sentiment qu'on a le temps. On a le temps jusqu'en 2050, jusqu'en 2100. D'ailleurs, c'est en général un peu la projection qu'on a. On est persuadé que jusqu'à 2049, ça ira. Et puis d'un seul coup, en 2050, la projection, c'est ce monde-là. Et je crois que voilà, j'ai essayé simplement d'illustrer à travers quelques points à quel point les choses sont déjà là, elles sont déjà claires. Et plutôt que de parler de transition, je pense qu'il est important de parler d'action. C'est-à-dire que je crois qu'il y a un moment donné, il faut arrêter de réfléchir. Ça ne nous empêche pas de continuer à réfléchir. Mais je crois qu'il faut juste agir. Et on peut d'ailleurs agir en mettant de la douceur dedans. Mais pour autant, si on veut réussir à accompagner cette transformation complète, eh bien, moi je le vois sur des territoires, puisque j'accompagne des dizaines de villes et d'agglomérations à l'adaptation au changement climatique, et notamment face au phénomène d'inondation, de sécheresse, on se rend compte qu'il faut accompagner les populations. Il faut les embarquer avec nous. Il faut maison après maison, entreprise par entreprise, venir leur expliquer quelle hauteur d'eau il peut y avoir chez eux, quels travaux il va falloir faire. Il faut s'adapter à des niveaux de vulnérabilité qui sont toujours différentes. Parfois, elles sont psychologiques, parfois, elles sont financières, parfois, elles sont structurelles, parce que les gens vont avoir 2 mètres de hauteur d'eau chez eux, et ce qui est le plus important, c'est de construire un niveau refuge. Et encore est-il, si on construit un niveau refuge, mais qu'on ne sait pas quand y aller, ça ne sert à rien. Donc, en fait, il faut mettre de l'action, et de l'action cohérente, qui ait du sens,
pour accompagner cette transformation. Il faut que chacun comprenne qu'à son échelle, on peut déjà agir. On peut déjà agir dans son assiette, on peut déjà agir sur sa parcelle de terrain, on peut transformer son entrée de garage en un territoire qui devient perméable et qui joue intelligemment avec le cycle de l'eau. On peut jouer avec cette eau qu'on récupère de nos toits et dans nos gouttières pour pouvoir la récupérer dans des périodes où nous n'avons plus d'eau, où il faut bien l'arroser, ce jardin. Je parle de choses très pragmatiques, mais en réalité, c'est aussi ça, cette réalité. C'est-à-dire que je crois qu'il faut sortir un petit peu de cette logique du oui, il n'y a qu'à, faut que, il faudra que. Je crois qu'il faut faire, en fait. Il faut faire massivement, partout, aujourd'hui, tout le temps. Et quand on voit qu'il y a aujourd'hui quand même des prises de conscience, notamment au niveau gouvernemental, on l'a vu avec le ministre de l'écologie qui s'est exprimé la semaine dernière, qui nous dit l'heure de l'abondance est terminée. Sur la question de l'eau aussi. Bon, c'est un peu clap de fin, et finalement, on vous a toujours dit à l'école que l'eau était renouvelable, eh bien, on s'est rendu compte qu'elle ne l'était plus. Mais vous inquiétez pas, on a des super solutions, on va réutiliser les eaux usées. Donc voilà, je crois qu'il faut sortir de ce schéma-là, et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce qui nous explique après, c'est on va avoir à mener des actions de sobriété et d'ici la fin du quinquennat, on baissera de 10% notre consommation. Mais on n'a pas compris. En fait, il faut baisser au moins de 10% cette année. Il faut réfléchir à quoi va servir cette eau, à quoi vont servir ces terres. Est-ce que ces terres vont servir à de la mobilité? Est-ce qu'on va mettre du colza et de la betterave? Est-ce que ces terres vont servir à nous nourrir? Est-ce qu'elles vont servir à nous vêtir? Ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure à travers quelques petits éléments de chimie de photosynthèse, c'est que si on n'intègre que les 6 molécules de CO2 et qu'on oublie à côté les 12 molécules d'eau, eh bien en réalité la plante n'a pas les éléments pour pousser. Donc si aujourd'hui on perd notre eau sur nos continents, eh bien ça ne signifie plus rien parce qu'on les a plus, ces puits de carbone. Donc je crois qu'il va falloir avoir une vision globale, mais surtout passer massivement à l'action. Et cette transition, c'est en réalité une transformation en profondeur où on récupère notre pouvoir, on comprend qu'on peut agir chacun à son échelle et que toutes les strates vont devoir pouvoir s'intégrer et qu'on peut tous se transformer. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, on reviendra évidemment sur ces problématiques-là parce qu'on ne va pas les traiter toutes ici et notamment sur qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces différents changements. On a toute la journée de demain aussi qui va être consacrée à la prise en compte de ces différents changements, à la fois dans les entreprises, dans les administrations publiques, dans les associations et qui nous permettront de revenir sur ces questions-là et notamment peut-être sur la question de l'Europe, hein, puisqu'il y avait une des remarques qui apparaît à l'écran ici qui était de dire que finalement l'Union européenne était aussi, enfin l'Europe était l'échelle qui était très absente dans vos discussions, alors même qu'il y a des objectifs aussi de neutralité carbone à l'échelle européenne. Ensuite, on peut considérer que les politiques mises en place ne vont pas nécessairement assez loin là-dessus. Je vais peut-être clore ici cette table ronde. Pardon pour ne pas prendre toutes les questions, mais les questions que vous voyez apparaître ont aussi un intérêt en tant que tel. Vous pouvez aussi en discuter à la pause et j'aimerais qu'on ne prenne pas de retard sur l'ensemble du déroulé. Donc merci à nos 3 intervenants. On peut les applaudir.